À l'hiver 1781, Knigge se rend à Ingolstadt pour y rencontrer le fondateur de l'ordre, décidé à ne pas se laisser déposséder de son rang. Tombés d'accord au début, les deux hommes finissent par se quereller âprement. C'était évidemment les éternelles guerres intestines de pouvoir. Depuis que Knigge avait recruté des centaines de personnes en dehors de la Bavière, Weishaupt, depuis Ingolstadt, jouait un rôle secondaire. Il avait perdu quasiment tout son pouvoir. En plus de son mauvais caractère, Weishaupt était très orgueilleux et très dominateur. Le conflit entre les deux Illuminati précipite la chute de l'ordre. Mais le coup fatal est porté par une tierce personne. La société secrète est trahie par quelques-uns de ses anciens membres. En juin 1784, l'électeur de Bavière Charles Théodore interdit toutes les sociétés secrètes. Weishaupt est forcé de fuir Ingolstadt. La fin des Illuminati est proche. Cherchant à échapper à la police bavaroise, Adam Weishaupt se réfugie dans la ville libre d'Empire de Ratisbonne. En juillet 1785, Weishaupt reçoit la visite d'un haut responsable des Illuminati, le père Lanz de Freising. L'ecclésiaste est en mission secrète, celle de recruter de nouveaux membres pour l'ordre. Les deux hommes partent en promenade juste en dehors de l'enceinte de Ratisbonne, alors qu'une tempête approche. Lorsqu'elle éclate, le père Lanz est touché par la foudre. L'homme meurt sur le coup. Et ce n'est pas tout. La police trouve en fouillant les poches du pasteur mort un document particulièrement gênant. Une liste des membres de l'ordre des Illuminati. Les Illuminati sont maintenant traqués par la police et beaucoup sont arrêtés. Weishaupt quitte définitivement la Bavière et part vivre en Thuringe jusqu'à sa mort en 1830. En 1778, 12 ans après sa création, l'ordre de Weishaupt est complètement démantelé. Les Illuminati quittent totalement la scène. Mais pour un temps seulement. Quelques années plus tard, l'ordre réapparaît dans un livre intitulé « Preuve d'une conspiration ». Son auteur, John Robinson, y affirme que les Illuminati continuent d'opérer malgré les persécutions et ont même joué un rôle dans la Révolution française. Le livre sera à l'origine d'un phénomène extraordinaire. Dans les siècles qui suivent, les Illuminati apparaîtront dans toutes sortes de théories du complot comme de vils manipulateurs cherchant à dominer le monde. Ce que tu vois là, c'est le symbole des Illuminati, sur la monnaie la plus puissante du monde. Une vague ressemblance entre Adam Weishaupt et George Washington a exalté les adeptes des théories conspirationnistes. Quand les Illuminati ont été bannis, Weishaupt est allé en Amérique, a supprimé George Washington et est devenu président à sa place. Cette allégation s'appuie sur les billets de $1. Sur le dos du billet de $1, on voit d'un côté un aigle et de l'autre un œil en haut d'une pyramide. Par ailleurs, les conspirationnistes font un autre lien avec les fameux Illuminati. Selon eux, le message en latin sous la pyramide est la proclamation d'un nouvel ordre mondial. La pyramide a 13 marches, comme les 13 niveaux dans la hiérarchie de l'ordre des Illuminati. Et le nombre romain à la base de la pyramide est 1776, année où leur ordre a été fondé. C'est au président américain Franklin D. Roosevelt que l'on doit les symboles présents sur le billet de $1, émis en 1935. Alors, Roosevelt était-il en secret un Illuminati aspirant à dominer le monde? Probablement pas, car les deux emblèmes sur le dollar ne sont pas des idées de Roosevelt, mais des éléments officiels du Grand Sceau des États-Unis d'Amérique, créé en 1782. Le nombre 1776 renvoie simplement à la date à laquelle les États-Unis sont devenus indépendants de l'Angleterre, et les 13 marches de la pyramide aux 13 États américains qui se sont unifiés à cette époque.
Novus Ordo Seclorum ne signifie pas nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre pour les siècles. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les pères fondateurs aient considéré la naissance de leur nouvelle nation comme une étape marquante. On sait que les Illuminati n'avaient aucun symbole en rapport de près ou de loin avec une pyramide ou un œil. Robert Anton Wilson est l'homme à l'origine de ce mythe du billet de $1 et des Illuminati. Dans sa trilogie de romans, Illuminatus, l'auteur s'amuse à compiler toutes sortes de théories du complot. En revanche, une autre société secrète a bien eu une influence sur le dessin du billet de $1, la franc-maçonnerie. Il y a 13 étoiles au-dessus de l'aigle. Elles aussi représentent les 13 colonies américaines ayant fondé les États-Unis d'Amérique. Elles sont disposées d'une manière particulière. Elles forment un hexagramme, un symbole important dans la franc-maçonnerie. Quand on place l'hexagramme sur l'emblème de la pyramide, les pointes indiquent 5 lettres. M-A-S-O-N, maçon en anglais. Faut-il y voir une conspiration? Parmi les pères fondateurs des États-Unis, beaucoup étaient francs-maçons. George Washington ou encore Benjamin Franklin. Il est impossible de savoir quelle a été leur influence sur la création du Grand Sceau. Mais ils ont dû voir d'un œil favorable la présence d'un œil symbolique sur le sceau de leur nation nouvellement fondée. Par ailleurs, Franklin D. Roosevelt, le président qui a veillé à ce que le Grand Sceau soit représenté sur le billet de $1, était un membre haut placé d'une loge maçonnique, tout comme son secrétaire au commerce. Par le dessin du billet, ils ont commémoré la présence de leurs frères francs-maçons parmi les pères fondateurs. Il ne s'agissait donc pas d'une conspiration mondiale des Illuminati. Au-delà du mythe du dollar, toutes sortes de théories fantaisistes circulent encore aujourd'hui sur les Illuminati. Ils continueraient d'exister et d'exercer secrètement leur pouvoir sur nous. L'idée qu'ils aient notre destin entre leurs mains et travaillent en secret à un nouvel ordre mondial en rend certains nerveux. La figure du président américain a toujours été au centre d'un grand nombre de théories du complot. Et à vrai dire, l'ancien président, George W. Bush, appartient à une société secrète qui possède une influence immense, mais il ne s'agit pas des Illuminati. Le nom de cette organisation secrète est Skull and Bones, littéralement le crâne et les os. Ladies and gentlemen, I give you the President of the United States. Pendant la campagne présidentielle de 2004, George W. Bush et John Kerry se sont plu à souligner leurs différences. Il semblait y avoir des mondes entre l'élégant gentleman du Massachusetts et le gouverneur décontracté en bras de chemise du Texas. Pourtant, les deux hommes ont un point commun, un secret dont ils ne sont pas autorisés à parler publiquement. Les deux hommes, outre le fait qu'ils ont tous deux étudié à la prestigieuse université de Yale, appartiennent aussi à la même fraternité étudiante, une confrérie secrète du nom de Skull and Bones. Les fraternités étudiantes jouent un rôle important dans les universités d'élite des États-Unis telles que Yale.